Bonjour et bienvenue au Régional de TVR9. Cette semaine, nous recevons Martin Saint-Gelais, directeur général de Culture Montérégie, Roxane Lafont de l'organisme Vivo Nutrition, Geneviève Côté, porte-parole à la Société d'assurance automobile du Québec. Couverture de la conférence de remise des dons par Opération Nez Rouge de la vallée du Richelieu. Finalement, Sandra Lajoie, directrice de service de l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie et représentante régionale pour le mouvement communautaire à bout. Je m'appelle Marc-Antoine Harvé et je serai votre animateur pour le régional. Et ça commence maintenant. On commence l'émission avec le tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Après 7 ans de travail, l'école alternative Le Repère ouvrira ses portes en septembre à Belleuil. L'établissement, qui pourra accueillir jusqu'à 30 élèves, s'adresse à des jeunes de 15 à 18 ans en difficulté scolaire. Installée sur le boulevard Sir-Wilfrid Laurier, l'école proposera un encadrement en petits groupes et un environnement différent du modèle traditionnel. Le projet vise à favoriser l'autonomie des jeunes et leur intégration au marché du travail. Plusieurs partenaires financiers ont contribué au démarrage, dont la MRC de la vallée du Richelieu, ainsi qu'une campagne de sociofinancement. Les premiers élèves seront référés par les centres de services scolaires de la région dans les prochaines semaines. La ville de Mont-Saint-Hilaire aménagera un nouvel accès au sentier du Piémont dans le secteur de la rue des Chardonnerets. Le contrat d'une valeur de plus de 78 000 a été confié à l'organisme Connexion Nature. L'accès d'une longueur d'environ 110 mètres comprendra de la signalisation et un abri carte pour orienter les usagers. Le projet était attendu depuis longtemps puisqu'aucun accès n'existe actuellement sur un tronçon de 3 km. Par ailleurs, d'autres travaux d'amélioration seront réalisés sur le sentier, notamment l'ajout d'une passerelle et de gravier pour une valeur d'environ 30 000 $. Le projet découle d'une entente à l'amiable entre la ville et des citoyens liés à un litige concernant des terrains du secteur. La ville de McMasterville participera à un nouveau regroupement de municipalités pour monétiser les crédits carbone liés à ses bornes de recharge électrique. Le projet piloté par IVO en partenariat avec Polara permettra de regrouper l'énergie consommée afin d'augmenter la valeur sur le marché. Concrètement, chaque recharge de véhicule municipal pourra générer des revenus qui seront réinvestis dans des projets de développement durable. La Ville souligne qu'il s'agit d'une façon innovante de financer la transition énergétique tout en réduisant ses coûts d'exploitation. L'initiative mise en place par la collaboration entre municipalités a pour objectif de maximiser les retombées du virage vert. Chambly invite les citoyens à participer au nettoyage des berges et des parcs le 25 avril. L'activité vise à poser un geste concret pour l'environnement tout en contribuant à la propriété des espaces naturels. Des kiosques seront installés dans les parcs Gilles Villeneuve et Martel pour distribuer des gants et du matériel de nettoyage aux participants. L'événement se déroule aussi avec la collaboration de Parcs Canada et Fort Chambly. En cas de mauvais temps, l'activité sera reportée au lendemain. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent s'est démarquée au Québec avec un taux de satisfaction de 90 % en 2025. Selon un sondage du ministère de la Sécurité publique, la Régie dépasse les moyennes provinciales ainsi que celles de la Sûreté du Québec. C'est le sentiment de sécurité qui est particulièrement élevé avec 95 % des répondants qui affirment se sentir en sécurité dans leur milieu. La Régie obtient aussi de bons résultats en prévention de la criminalité et dans l'appréciation de ses interventions. Les enjeux sociaux comme l'itinérance et la santé mentale demeurent toutefois plus complexes, même si une équipe spécialisée a permis de réduire les transports vers les hôpitaux. Son point le plus faible, la communication, jugée insuffisante par une partie des répondants au sondage. L'organisme à vélo sans âge Vallée du Richelieu lance sa 5e saison avec plusieurs nouveautés pour ses balades intergénérationnelles en cyclopousse. Parmi elles, l'arrivée d'un nouveau véhicule adapté qui permettra de transporter des personnes en fauteuil roulant, notamment dans certains CHSLD de la région.
Un projet pilote destiné aux jeunes de moins de 21 ans en situation de handicap verra aussi le jour grâce à l'appui du Centre Richelieu-Yamaska et de Club Optimiste de Belleuil. L'organisme rappelle que ces sorties visent à briser l'isolement et favoriser les liens humains. À Vélo sans âge est d'ailleurs à la recherche de bénévoles pour la prochaine saison. Voilà, c'était vos actualités de la vallée du Richelieu. En studio avec moi aujourd'hui, j'ai M. Martin Saint-Gelais, directeur général de Culture Montérégie. Bonjour, M. Saint-Gelais. Bonjour, Mme White. Donc, vous êtes ici avec nous aujourd'hui pour nous parler de la culture en Montérégie. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'importance de la culture en Montérégie, en fait? C'est une grande question, ça. Bien, la culture, c'est ce qui nous définit. Oui. À la base, moi, personnellement, je considère que la culture, c'est véritablement ce qui définit le vivre ensemble. Puis, au sens large, c'est ce qui concerne l'ensemble de ce qui nous représente. Donc, nous, Culture Montérégie, ce qu'on fait, c'est notre responsabilité, c'est la cohérence du développement et je dirais, de la crédibilité de ce qui se crée au niveau de la culture en Montérégie. Montérégie, c'est grand. C'est le deuxième plus gros territoire au Québec, 1,5 million de personnes. Oui, c'est gigantesque, plus de 150 municipalités. Naturellement, c'est beaucoup souvent représenté par le Grand Longueuil, je vous dirais, où on est considéré comme la grande banlieue de Montréal. En même temps, quand on le regarde véritablement, la Montérégie, c'est autre chose que ça. C'est aussi 5 grandes régions administratives, qui est la grande région de Sorel, la grande région de Saint-Hyacinthe, la région des Mascoutins, ensuite la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, et la pointe ouest, là, vraiment plus ce qu'on appelle là, Châteauguay, Valleyfield, Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est un grand territoire, oui, absolument. Et c'est un grand territoire avec beaucoup de culture, qui est très riche en culture, mais quel est l'état de la culture en Montérégie? Bien, moi, je considère que la culture se porte bien. Oui. Un des enjeux qu'elle a, c'est qu'on considère la culture Montérégie, puis depuis des années, on a produit plusieurs études qui le disent, c'est que malgré tout ça, la culture est sous-financée en financement public. Donc, puis je ne veux pas passer pour un oiseau de malheur, dire « Ah, la culture », puis écoutez, quelqu'un me disait la semaine passée, on sait bien, les artistes, c'est juste des chialeux puis des quémandeux d'argent. Bon, moi, je vois ça autrement. La culture, premièrement, c'est ce qui définit le territoire quand on le nomme. Donc, il y a le patrimoine matériel et il y a le patrimoine immatériel. Puis, dans les études qu'on a produites, nous, dont un mémoire qu'on vient de déposer à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget qui va être annoncé cette semaine, bien, la réalité, c'est que la Montérégie est la deuxième région administrative au Québec, mais la 17e sur 17 au niveau de son financement public. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble des acteurs en culture, puis les acteurs en culture, c'est de l'artisan propre qui est chez lui, à aller jusqu'au musée, les salles de spectacle, les lieux de diffusion, les bibliothèques, les municipalités, l'ensemble de l'écosystème qui définit une entité culturelle. Bien, on est les derniers au Québec à être financés, puis on est la deuxième plus grosse région administrative au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la culture, c'est le cœur et qu'elle est sous-financée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire que la culture est fragile, ça veut dire que l'écosystème est en danger. Première des choses, une affaire qu'on a constatée, c'est que l'ensemble des artisans, les producteurs culturels, puis là, un producteur culturel, oui, ça peut être ce qu'on appelle les artistes communément, les gens qu'on voit à la télé. Hein, c'est large, c'est très large. Mais sinon, c'est vraiment les artisans, les gens des arts de la scène, les gens de la musique, les gens des métiers d'art, les lieux de diffusion. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble de ces artisans-là, majoritairement, ne peuvent pas vivre de leur art en Montérégie parce que le financement n'y est pas. Ou sinon, bien, ils doivent se déplacer, faire des grands déplacements pour avoir accès à des lieux de diffusion, des lieux de faire en sorte d'exprimer qui ils sont. Et aussi, bien, l'autre penchant pour ça, ça veut dire que les lieux existants qu'on a en Montérégie, soit nos diffuseurs professionnels qu'on a, entre autres comme le Centre culturel ici à Belleuil, les salles de spectacle qu'on retrouve dans chacune de ces grandes régions-là, bien, sont sous-financés, ce qui veut dire que les équipements sont très désuets. Il y a plusieurs projets qui ont été déposés, qui ont de la misère à être soutenus. Puis, j'accuse pas nécessairement le gouvernement du Québec ou le ministère de la Culture en disant ça. Je dis juste que c'est un constat. C'est un constat qui fait en sorte que depuis plus de 10 ans, le financement de l'infrastructure, de l'écosystème culturel, je dirais ça comme ça, n'a pas été véritablement bonifié et n'a jamais été indexé au coût de la vie. C'est-à-dire qu'on perd des moyens, on perd une capacité de soutenir l'essor culturel au sens large de notre région. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'importance de la culture, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bien, écoutez, la culture, c'est ce qui nous définit à la base.
quand on parle de patrimoine immatériel, ben, d'abord avant tout, c'est comment on nomme le territoire. Donc, la culture ici, on sait, c'est ce qu'on peut appeler la culture québécoise, puis c'est une orientation du gouvernement du Québec. On est une société, d'abord avant tout, francophone, qui se développe sur un territoire, mais qui, dans la réalité aussi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle s'exprime. Et aussi, c'est une communauté d'accueil. On sait que la Montérégie est une des régions qui accueille le plus d'immigrants au Québec. Donc, si on veut s'assurer de pérenniser ce que nous sommes, il faut bien être en mesure de bien accueillir les gens qui décident de venir se joindre à notre projet collectif, je dirais ça comme ça. Et ce qui fait en sorte que si la culture est sous-financée, ça va générer plein de dérives. Puis on sait très bien, je vois votre âge, le premier enjeu, il va être les plateformes. Il va être les GAFA de ce monde qui font en sorte que l'impératif de la culture américaine dans une société comme la nôtre fait en sorte que notre sauvegarde, elle est d'abord avant tout dans sa capacité de s'exprimer, dans sa capacité d'avoir des lieux d'expression et dans la capacité d'offrir aussi à notre population d'être capable de consommer et d'avoir accès à cette culture-là. Fait que quand on parle d'un sous-financement, ce que ça veut dire au niveau du territoire, c'est assez simple. À part des grands centres que je vous ai parlé, il ne faut jamais oublier que la Montérégie, c'est quand même aussi le foyer agricole du Québec. C'est là qu'il y a les plus grandes terres au Québec. L'agriculture, elle foisonne, elle est extraordinaire, mais si on arrive dans chacune des petites municipalités rurales qui composent le territoire de la Montérégie, s'il n'y a pas une bibliothèque municipale dans ces petites municipalités-là, c'est ce que nous, on appelle dans notre jargon des déserts culturels. C'est-à-dire autant les enfants qui sont à l'école scolaire, à l'école primaire, c'est-à-dire, ou la famille ou l'écosystème de ces communautés-là, doivent se déplacer pour avoir accès à de la culture. Et pourquoi ça, c'est grave? Expliquez-moi. C'est parce que c'est toute une question c'est une question d'équité. Mm-hmm. Le gouvernement du Québec, donc M. Legault, on en a parlé beaucoup les dernières semaines sur l'enjeu du financement et des possibles coupures en culture pour les sorties scolaires. C'est un dossier, entre autres. Finalement, qui a été rechangé? On ne sait pas. On va voir. Oui. Le budget va être annoncé cette semaine. Le ministre Girard va nous faire l'annonce au budget le 18 cette semaine. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que si l'accessibilité n'est pas là, si les sous ne sont pas là, on s'appauvrit culturellement parlant. Puis un enfant qui n'a pas accès à la culture, je ne sais pas, moi j'aime mieux parler... Qu'est-ce que ça fait? J'aime mieux parler des bienfaits de l'accessibilité à la culture. L'accessibilité à la culture, c'est prouvé par les études. Un enfant qui a accès à la culture dès le plus jeune âge va être un enfant créatif, qui va générer moins de stress, va être capable de socialiser, va développer son imaginaire dans le jeu, dans le désir, va grandir, va s'intéresser, va générer un intérêt à ce qui est différent de lui-même. Et en même temps, la culture comme telle, moi je dis tout le temps, c'est du beau, c'est de l'accessibilité et du beau. Puis ça va donner potentiellement des consommateurs de culture pour la suite, mais ça va donner aussi des artistes. Et des artistes, ça peut être aussi un architecte, ça peut être un gestionnaire, ça peut être un chauffeur d'autobus, quelqu'un de métier, mais la créativité est au centre de tout, puis c'est une société en santé quand elle a accès à la culture. Je pense pour nous... c'est un dossier qu'on travaille très fort avec Culture Montérégie. Vous savez, les CRC, les centres, les conseils régionaux de la culture, on a plusieurs missions. On fait de la formation avec nos membres, on a du membership, on accompagne tout cet écosystème-là des gens qui deviennent membres avec nous ou qui ont accès à des formations. Puis quand je parle de nos membres, ça peut être des municipalités, ça peut être des lieux de diffusion, on fait du coaching individuel, la formation de groupe. Donc ça, c'est un des mandats qu'on a qui est très important. Un autre des mandats qu'on a, c'est celui que je fais ici aujourd'hui avec vous, la représentation. Puis on a développé, nous, à Culture Montérégie, ce qui s'appelle notre projet le pôle culturel jeunesse. Parce qu'on a estimé qu'avec la réalité de notre territoire, on a plus de 300 000 enfants du CPE jusqu'au secondaire, donc près d'un enfant sur 5 au Québec habite en Montérégie. Puis on s'est dit, la meilleure manière de faire en sorte d'avoir une vitalité culturelle, c'est de s'occuper du milieu des CPE, du milieu du primaire et du secondaire, s'assurer que les enfants, à travers les obligations du cursus éducatif, puissent avoir accès à de la culture de qualité. Et vous avez créé une plateforme. On a créé une plateforme, Catapulte, exactement, oui. qui s'appelle Catapulte. Qu'est-ce que ça fait? Oui, qu'est-ce que ça fait? Catapulte, je vous dirais, c'est une plateforme inspirée de l'intelligence artificielle. C'est un produit qu'on a pris une année à développer et qui est en place depuis un petit peu plus qu'un an. Félicitations. Merci, on en est très fiers. Puis c'est extraordinaire, cet outil-là, qu'est-ce qu'il fait finalement? C'est qu'il met en relation des artistes, des artisans et
le milieu de l'éducation, spécifiquement. On avait estimé, puis on avait découvert au fil des années avec des collaborateurs qu'on a, que le milieu de la culture, dans une des mesures qui est soutenue par le gouvernement, qu'on appelle les artistes à l'école, que c'était un chemin de Damas, véritablement. C'était très compliqué pour le milieu scolaire. Donc, un enseignant qui veut choisir une activité qui lui permet, que le cursus éducatif lui permet, pour faire venir un artiste à l'école. Compliqué de trouver l'artiste, ci, ça, le contrat, négocier, le retour, passer ça à la secrétaire, le faire approuver par la direction générale, ça s'en va au centre de service scolaire. On est un petit peu là, dans les 12 travaux d'Astérix. Vous vouliez faciliter la tâche. Ben voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une plateforme et donc qui met en relation le monde de la culture, le monde de l'éducation. Ils communiquent ensemble, ils ont accès à une offre de service qu'on prévalide. Donc, on veut s'assurer que l'offre artistique présentée sur la plateforme va être cohérente et va répondre aux impératifs de la mesure du gouvernement pour son financement. Et le milieu scolaire, lui, on a fait tout le chemin pour faciliter le travail de l'enseignant, le travail de la secrétaire de l'école, de la direction et le paiement qui est fait par le centre de service scolaire. Voilà, ça vient de commencer, ça ne fait que grandir, puis on est même très fiers parce qu'on s'apprête à signer avec une très, très, très grande ville au Québec qui veut louer les services, acheter une licence d'utilisation de la plateforme Catapulte qu'on a créée. Fait que, je vous dirais... Ça se passe bien, là. Avez-vous eu des retours? On a des retours, en tout cas, à date, c'est très, très positif. Puis on a des tables de travail. Et à tel point, pour venir à votre question initiale, c'est que ça répond véritablement aux besoins de ce qu'on s'est dit, nous, pour la pérennité de la culture, bien, idéal, c'est de travailler à la source. La source, c'est de rendre la culture accessible aux enfants, une culture de qualité. Dans l'ensemble du cursus scolaire, on s'est dit, bon, bien, c'est à la base, il faut commencer par là. Puis, bien, on a estimé que oui, puis je vous dirais... le retour qu'on a des partenaires qui nous soutiennent, autant quand on a créé cette plateforme-là, qui soutiennent le pôle comme tel, le pôle culturel jeunesse de la Montérégie, on se rend compte que tant le milieu de l'éducation, le milieu des municipalités, le milieu de la culture aussi, c'est comme une évidence. On n'a pas inventé quelque chose, on fait juste exploiter des opportunités qui sont en lien avec des contraintes. Vous répondez à un besoin aussi, clair. Oui, puis en même temps, je vous dirais, moi, je viens d'une école où ce qu'une contrainte, c'est une opportunité. Bon, l'enjeu du financement qu'on parlait initialement, de tout le temps revendiquer qu'on est la deuxième plus grande région au Québec, mais on est les 17e sur 17 au Québec pour son financement, ça, c'est un fait, mais on ne peut pas arrêter là. Donc, le fait devient une contrainte, la contrainte génère des opportunités, bien, relevons nos manches, travaillons, puis essayons de voir aussi comment on peut pérenniser notre mandat de faire la promotion de la culture. C'est le mandat qui nous est confié, nous, et de faire en sorte que l'écosystème culturel, donc c'est toute la population au sens large qui en est concernée, puisse, à travers ça, malgré ces contraintes-là, avoir accès à de la culture de qualité sur le territoire. Et là, vous l'avez dit, la culture est en constante évolution. Comment un citoyen peut vous aider à la soutenir, la culture, en terminant? Ah bien, écoutez, merci de m'offrir ça. Nous, le 1er avril va commencer notre campagne de renouvellement, de membership. Donc, on a plusieurs types de membres. Les gens peuvent aller sur notre site Internet là, de Culture Montérégie. Et en plus, bien, la population peut même nous faire des dons. On est un organisme reconnu pour des dons de charité. Donc, l'ensemble de la population, des organisations, des entreprises qui seraient désireuses de nous soutenir, bien, peuvent faire un don à Culture Montérégie. On émet des reçus de charité. Puis, c'est une manière pour nous d'aller chercher des revenus autonomes qui nous permettent de financer aussi nos activités puis d'arriver avec une proposition pour l'ensemble de la Montérégie qui peut être bonifiée autrement que juste le financement public qu'on reçoit pour notre mission. Donc, M. Saint-Gelais en studio avec nous. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, Mme White. Une belle journée. Bonne journée à vous. En studio aujourd'hui avec moi, Roxane Lafont de chez Vivo Nutrition. Bonjour, Mme Lafont. Oui, bonjour. Donc, vous êtes chef d'équipe chez Vivo Nutrition. Oui, exactement. Dans le fond, chez Vivo Nutrition, on donne des ateliers de cuisine aux enfants. La plupart du temps, c'est en parascolaire. Fait que le midi ou après l'école, c'est une activité là, que les parents peuvent acheter en supplément pour que leur enfant vive une belle expérience. Il y en offre aussi en journée pédagogique. Des fois, l'école engage Vivo Nutrition. On fait une journée qu'on fait plein d'ateliers de cuisine pour tous les groupes. Puis, il y en a aussi des fois dans des organismes qui font du parent-enfant, des choses comme ça, dans les villes, peu importe. Là, Ouais. Bref, c'est des ateliers de cuisine pour
pour permettre aux enfants de développer des compétences culinaires. Tu sais, c'est quelque chose qui demande quand même de la pratique, de devoir le vivre finalement, des connaissances culinaires aussi. Oui, hein, absolument. Puis quand- ça ressemble à quoi pardon, je vais recommencer. Ça ressemble à quoi l'atelier? Moi, je suis un enfant, là, on est dans mon école. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai devant moi? Comment ça se passe? Vous amenez, j'imagine, le matériel? Ah oui, on amène des bacs, des chariots. On arrive tout équipé parce que les écoles, à part essayer d'avoir un lavabo pas trop loin, on fournit tout. OK. On arrive avec tout. Puis dans le fond, les élèves, ils peuvent, quand ils arrivent, si c'est le midi, ils mangent un peu avec nous. Sinon, on prend le temps de se présenter, de parler de la recette, c'est quoi les ingrédients, les informations nutritionnelles, tu sais, ça contient quoi, est-ce que ça fait un repas complet, pourquoi, protéines, glucides. Tu sais, on parle un petit peu, on donne des informations différentes à chaque fois pour augmenter finalement leur connaissance nutritionnelle. On leur explique un peu comment faire. Puis dans le fond, chaque élève a son plat, puis il le fait lui-même. Fait qu'il y a quelqu'un qui circule avec les aliments, puis il va les couper. Cette semaine, on fait des biscuits, fait qu'ils vont couler la pâte ou des choses comme ça. Là. Fait que c'est des sessions pour le parascolaire. Là. Fait qu'au cours d'une session, il arrive à toucher un peu à tout. T'sais, il y a des desserts, mais là, on va chercher tu sais, par exemple, il y a un dessert avec des dattes. C'est vraiment un sucre qui dure plus longtemps dans la journée comparativement aux bonbons, par exemple, où il y a un pic de sucre. Puis après ça, tu as aussi un moment où tu as le goût de t'endormir après. Fait qu'on les sensibilise aux différentes sortes de sucre, comme c'est quoi les bénéfices, les moins pires, puis tout ça. Puis juste le fait de cuisiner maison, dans le fond, là, on a vraiment moins de sucre, moins de sel, moins d'agents que quand ils vont acheter, comme cette semaine, ça va être vraiment cool. On va faire des biscuits en feuilles d'érable. OK, bien, avec mais la maison. saison. Oh, wow! Mais ça va être trop fou, C'est là. le fun. Tu sais, c'est vraiment bon. Puis c'est sûr qu'on peut en acheter, là. Oui. Ça va être simple, mais la quantité de sucre qu'il y a dans les biscuits qui sont achetés, quand même, on la contrôle pas, là. Tu sais, c'est quand même intense. Tandis que là, on peut y arriver avec un petit peu plus de vrai sirop d'érable ou avec du beurre et non pas, tu sais, différentes sortes. Fait qu'on arrive à amener un peu une conscience pour les éléments de santé. Puis, tu sais, quand c'est les parents qui disent ça, là, ça passe pas vraiment. Là. Moi, j'en ai des enfants, là, puis quand je leur dis « ouais, ça, c'est pas bien nourrissant », ça leur donne pas envie d'en manger plus, tu sais. Mais là, c'est comme dans un contexte qui est pas menaçant pour les élèves, tu sais. Qui est plaisant, oui, qui est ludique. dans c'est ludique, Fait exact. que là, tu sais, par exemple, il arrive « ah, ça, moi, j'en veux pas ». Puis là, tu vois clairement, là, au niveau du visuel, ça y fait peur. Là, c'est, mettons, du pesto. Là. Du pesto, quand tu regardes ça, ça a l'air dégueu. Là, C'est vert, c'est vert. C'est ça. Puis le vert, il est fait, tu sais, chez l'être humain, vous détectez une menace, il y a peut-être du moisi, si, ça. Fait que là, je leur fais sentir, je leur dis, c'est comme, il y en a-tu qui ont un plant de basilic à la maison, tu sais, c'est là qu'on peut, tu sais, voir des choses comme ça. Ah, puis là, finalement, ils goûtent. Finalement, maintenant, là, ils veulent en mettre dans toutes les recettes, là, tu sais, ils trouvent ça bon, finalement, le pesto. Fait que c'est de dédramatiser les aliments. Puis vu qu'ils voient des gens autour d'eux qui sont comme « Miam, c'est tellement bon! » C'est sûr que ben quand là, leur ami teste, c'est plus facile oui. pour eux de tester après. Ben oui. Pourquoi vous pensez que c'est important de conscientiser les jeunes aussitôt sur l'importance de ce qu'ils se mettent dans leur corps? Ah ben c'est clair que ça fait vraiment une grosse différence parce que plus ils sont exposés à quelque chose, plus ça devient une habitude, tu sais. Okay. Puis, veut pas, les parents, ils font de leur mieux pour arriver avec des choses différentes. Mais si ton enfant dit « moi, les oignons, j'en mange pas, les oignons, j'en mange pas », bien, c'est bien difficile d'y en faire mettre dans son assiette. Mais quand ça fait partie de la recette, puis là, c'est quand même, là, si tu mets pas d'oignons, tes parents, ils vont trouver que tu n'as pas suivi la recette, tu sais. OK, on va en mettre un petit peu. Puis, tu sais, finalement, mais c'était vraiment bon, la recette, même s'il y avait des oignons dedans. Fait que, tu sais, ça permet de tranquillement amener vers une ouverture alimentaire. Ça permet aussi qu'ils puissent repérer des choses. Tu sais, par exemple, OK, dans ton repas, ça te prend, par exemple, une protéine. Tu sais, puis là, on voit différentes protéines que les parents arrivent peut-être pas avec des légumineuses ou du tofu, des choses comme ça. Tu sais, ça prend
un grain, tu sais, pour avoir des glucides, des choses comme ça, puis ça prend des légumes, des fruits, tu sais, tout ça. Là, ben, juste le fait qu'ils aient repéré ces 3 éléments-là, ils sont capables de savoir c'est quoi un repas complet. Tu sais, ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aborde au quotidien, mais C'est ouais. sûr. Est-ce que c'est difficile de créer ces ateliers-là en fonction des allergies? Parce qu'on sait il y a quand même beaucoup d'allergies chez les jeunes. Ben oui, c'est sûr que ça s'est accéléré. Tu sais, dans les dernières années, il y en a beaucoup plus qu'avant. Tu sais, c'est sûr, la plupart du temps, c'est les communes. Là. Tu sais, c'est comme les recettes plus importantes. Tu sais, des arachides, des noix, même si c'est super bon et nutritif, on n'en amène pas dans nos ateliers de cuisine. Tu sais. De plus en plus aussi, il y a des restrictions alimentaires, par exemple. On ne mange pas de porc, on mange halal, des choses comme ça. Avant, on offrait une petite alternative pour les peut-être 2, 3 que ça l'arrivait. Mais maintenant, je te dirais que c'est quand même considérable. Fait que souvent, je choisis d'acheter, par exemple, du poulet halal pour tout le monde parce que c'est plus simple. Puis la différence de prix, bien, c'est sûr qu'il y en a une la plupart du temps, mais pas phénoménale non plus. Puis, tu sais, ça permet de... Tu sais, il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi. C'est quoi halal? Bon, si tu sais pas c'est quoi, c'est probablement que c'est pas ton cas, tu sais. Mais c'est ça. Fait que oui, on fait attention, on a des listes, puis j'ai toujours des surprises. Là, moi, ça m'arrive, premier atelier, « Ah, mais je suis allergique aux fruits de mer. » C'est parce que j'ai des crevettes aujourd'hui, puis ils n'étaient pas dans la liste. Mais bon, les parents, faut qu'ils fassent le lien aussi, que tu l'inscris dans un atelier de cuisine, j'ai besoin de savoir les allergies. Des fois, ils pensent que l'école va le transmettre, mais non, nous, on n'a pas accès aux informations de l'école, tu sais. Mais généralement, ça se passe bien, puis tu sais, c'est des choses assez classiques. Là, par exemple, il y a beaucoup d'intolérance au lactose, bien, on peut arriver avec une alternative au lait. Donc, ça se fait bien quand même. Oui. Ben, on n'a pas le choix. C'est ça la réalité, fait qu'on s'adapte. Et là, vous aimeriez développer vos ateliers un peu plus aussi dans la vallée du Richelieu. Pourquoi c'est un territoire qui est important pour vous à les développer? Bien, c'est vraiment important parce que, premièrement, la fondatrice, propriétaire, celle qui a créé finalement Vivo Nutrition, elle habite à McMasterville, tu sais. Puis on a aussi 2 autres animateurs qui viennent du territoire. McMasterville, je pense, ou en tout cas Tobin Park, dans le coin. Fait que c'est sûr que pour eux, aller dans des ateliers plus proches, ils aimeraient vraiment ça. On a déjà eu plein d'écoles là, dans cette région-ci. Là, ces temps-ci, on en a moins un petit peu. Mais là, on commence à avoir de plus en plus d'animateurs qui sont formés, qui sont doués et tout ça. Fait qu'on est prêt à élargir aussi. Avant, il fallait comme limiter parce qu'on était limité dans les ressources humaines qu'on avait. Mais de plus en plus, là, c'est ça. Moi, c'est ça un peu mon rôle, là, c'est de former. Moi, j'ai un grand bagage en animation, en intervention auprès des enfants. Fait que c'est ça. Il y en a qui arrivent avec, par exemple, sont techniciennes en diététique. Fait qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences en niveau culinaire, mais pas nécessairement quand il y a un enfant qui fait de l'attitude ou qui est un peu perdu, des choses comme ça. Fait que moi, j'essaie de les outiller dans cette direction-là. Puis moi, quand j'ai des questions, par exemple, sur la salubrité, des aliments, des choses comme ça, là, pour être sûr que ce soit vraiment, vraiment frais ce qu'on donne, bien, je leur pose comme question. Fait que c'est comme un peu un travail d'équipe, là. Mais oui, s'il y a des parents qui nous écoutent, des grands-parents ou même... du personnel de l'école qui seraient intéressés. Pour vrai, c'est génial. C'est une expérience super. Puis, Et comment, justement, ils peuvent vous rejoindre en terminant là, rapidement? Comment ils peuvent vous rejoindre pour inscrire leur école ou faire des ateliers avec vous? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est sur le site web vivonutrition.ca. Vous pouvez aller voir dans la section service, là, c'est super clair. Vous pouvez aussi écrire un courriel là, à Vivo Nutrition. Puis, vous pouvez écrire que vous avez vu ici avec Roxane. Là, puis, on va prendre soin de vous, c'est sûr. Puis, il y a même un PDF qu'on peut envoyer aux écoles qui résume le tout. Là. Je sais que des fois, les personnes dans les écoles, ils sont limités dans leur temps. Mais ça leur donnerait tout clé en main là, pour prendre une décision éclairée. Puis, en fait, à l'école, ça leur demande rien. Ils ont juste besoin de dire oui, offrir un local. Puis, on se charge de tout. C'est les parents, dans le fond, qui sont intéressés, qui vont le payer pour leur enfant, pour la session. Mais honnêtement, moi, j'ai des amis qui disent moi, si ça peut juste faire en sorte que mes enfants mangent plus de choses, soient plus intéressants à aider à la maison et tout ça. Puis là, après ça, ils repartent avec une recette en plus. Là. Fait qu'ils peuvent la refaire dans certains contextes. Oui. C'est tellement cute là, quand ils se sont dit j'ai refait telle recette. Là, c'est une belle manière d'avoir de l'apprentissage culinaire. Vraiment. Oui, puis ça les motive. Tu sais, quand ils l'ont fait, ils sont fiers. Là. Ils ont vraiment, tu sais, ils arrivent là, puis allez, mangez-ça, tu sais. Puis dans le fond, ils en rapportent, puis toute la famille peut y goûter aussi. Fait que, tu sais, ça l'étend aussi l'expérience. Fait
Voilà. Donc, avis aux intéressés, vous pouvez aller vous inscrire ou vous rejoindre au site web qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Madame Lafont, pour votre temps et d'être venue nous voir en studio. Et bonne chance pour la suite. Merci. On retrouve avec nous via visioconférence Geneviève Côté, qui est porte-parole à la SAAQ. Bonjour et merci d'être avec nous, Madame Côté. Bonjour, Marc-Antoine. Du 16 au 22 mars, c'était la semaine de la prévention pour les facultés affaiblies. Pourquoi c'est encore important d'en parler? On n'avait pas encore compris qu'il ne fallait pas prendre le volant qu'on a bu? La Semaine québécoise de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, oui, qui vient de se terminer. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas encore compris, hein, parce qu'on a encore trop de décès sur nos routes. 28 des morts sur les routes sont attribuables à la conduite avec les facultés affaiblies, encore aujourd'hui. Donc oui, il y a encore du travail à faire. Heureusement, il y a des belles avancées qui ont été faites dans les dernières années. Hein. Si on se reporte il y a 50 ans, les mentalités ont beaucoup changé, mais c'est important là, de rappeler que lorsqu'on consomme, on ne conduit pas, tout simplement. Ça vaut pour l'alcool, ça vaut pour le cannabis, ça vaut pour l'excès de médicaments également. On a tous dans notre famille une personne plus âgée, un vieil oncle là, qui nous rappelle comment c'était avant. On prenait la voiture, on buvait dans la voiture, les policiers ne faisaient pas d'interpellation pour ça. Quels sont les effets de l'alcool sur la conduite? Là? Pourquoi ça a été judiciarisé? Pourquoi c'est dangereux? Oui, ça nous fait sourire, hein, ces petites anecdotes-là, mais il en demeure pas moins que ça peut être très dangereux comme comportement parce que avoir les facultés affaiblies, qu'est-ce que ça fait? L'alcool, ça crée de la somnolence. Ça nous donne un excès de confiance, hein, donc on se sent super-héros quand pourtant c'est un peu l'inverse. Donc, ça va diminuer nos capacités à conduire. On va avoir tendance à avoir une conduite erratique, donc à faire les fameux zigzags, à peut-être faire des excès de vitesse également. On a un manque de jugement, clairement, lorsqu'on a consommé et on prend le volant. C'est pour ça qu'on dit, nous, la personne là, qui est apte à conduire, ce n'est pas celle qui a moins bu, c'est celle qui n'a pas bu du tout. Donc, il n'y a pas de quantité d'alcool qui est acceptable lorsqu'on prend le volant. Donc, parfois, on peut minimiser, hein, ça, c'est seulement quelques verres, c'est au coin de la rue, mais les solutions de rechange sont là. Donc, c'est quoi les solutions de rechange? C'est de s'inviter à dormir à l'endroit où on est allé quand c'est possible. C'est de prendre le transport en commun, taxi, services de raccompagnement et autres. Revenir avec un conducteur désigné. De plus en plus, hein, maintenant, il y a cette personne qui ne prend pas d'alcool du tout pour plusieurs raisons. Et c'est de dire à cette personne-là, accepterais-tu de me ramener à la maison de façon sécuritaire? Ou tout simplement de ne pas boire d'alcool du tout. Il y a toutes sortes d'alternatives de très bonnes bières et boissons et autres qui sont sans alcool. Alors, être enivré par la fête, ça peut être justement d'une autre manière en ne consommant pas du tout d'alcool. Puis si on veut le faire, c'est correct aussi, mais on ne prend pas le volant. Non, puis on s'en rend compte aussi, on a fait les mois de février ou de janvier, certains ont fait les mois sans alcool, puis on se rend compte que même si on ne boit pas, on peut avoir du fun quand même. Vous avez parlé d'enivrer là, par la fête, bien, on sent quand même cet effet-là. Je vous essayez si vous ne l'avez jamais fait. Vous avez parlé aussi d'autres substances, c'est pas juste l'alcool qui peut résulter avec des conduites avec les facultés affaiblies. Est-ce que la prise d'autres substances, vous la voyez du côté de la SAC, qu'il y aurait une augmentation là-dedans? Bien, le cannabis est légalisé hein, depuis quelques années déjà, puis ça peut donner une fausse impression comme quoi c'est correct d'en consommer en conduisant, mais non. C'est comme l'alcool, les conséquences légales sont également les mêmes. Puis il y a une fausse croyance aussi qui dit que les policiers ont de la difficulté à détecter lorsqu'un conducteur a consommé du cannabis, mais c'est faux. Donc, avec certains indicateurs, avec l'état des yeux, du regard et tout ça, l'odeur également, donc il y a possibilité de savoir très clairement que la personne a consommé. Et les conséquences peuvent être d'autant plus désastreuses également. Donc, est-ce qu'il y a une augmentation? Je vous dirais que ça dépend des secteurs et des moments de l'année, mais on retrouve une forte proportion chez les hommes un peu plus jeunes, donc les 18-34 ans également, là, qui vont être un petit peu plus à risque d'adopter des comportements comme ceux-là. Et puis, encore une fois, une fausse croyance qui dit que lorsque j'ai consommé du cannabis, je suis meilleure lorsque je conduis. On entend ça parfois, mais non. Encore là, c'est une fausse impression. On peut avoir tendance à croire qu'on tient très bien la route, mais ça a été prouvé qu'au contraire, il peut avoir des conséquences désastreuses
désastreuses. Les médicaments également, on en parle de plus en plus, qui peuvent amener des facultés affaiblies. Oui, il y a les médicaments où c'est très clair, c'est indiqué, hein, ne pas consommer d'alcool lorsque je prends ces médicaments, mais également un excès de médicaments pourrait nous amener des facultés affaiblies. Puis là, tout dépendamment d'un individu à l'autre, de notre âge, de notre condition physique, de notre fatigue. Alors ça aussi, c'est à ne pas minimiser. Bref, il faut être au meilleur de nous-mêmes lorsqu'on prend la route. Il faut avoir 100 de nos capacités. Et si on ne le sent pas, ben, c'est mieux de passer le volant à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Madame Côté, on en a parlé brièvement. Là, il peut se passer le pire, il peut y avoir des morts lors d'un accident, mais si on se fait arrêter par les policiers, quels seraient des exemples de conséquences juridiques qui pourraient nous arriver, là? Mais c'est grave, hein, lorsqu'on se fait arrêter pour faculté affaiblie. Déjà, on va avoir la suspension de notre permis de conduire pour 90 jours, la saisie du véhicule pour 30 jours, amende de 1 000 $. On doit suivre un programme, également le programme Alcofrein, pour nous sensibiliser. Et dès la deuxième infraction, bien, on est considéré comme un récidiviste. Alors, ça va vite, là. À ce moment-là, on doit avoir un antidémarreur éthylométrique à vie dans notre véhicule. Après 10 ans, on peut avoir une ordonnance du tribunal là, qui fera lever cette obligation-là. Mais quand même, là, les conséquences sont désastreuses. Là, emprisonnement, casier judiciaire et tout ce qui s'ensuit. Là. Et puis aussi, parfois, on a tendance à croire, hein, que ce n'est que les récidivistes, justement, qui consomment de l'alcool et qui prennent la route par la suite, mais c'est complètement faux parce que 85 des conducteurs qui sont arrêtés avec les facultés affaiblies en étaient à leur toute première infraction. Donc, c'est loin d'être que des récidivistes. Alors, c'est pour ça qu'il faut redoubler de prudence, peu importe le moment de l'année. On va faire des sensibilisations un petit peu plus accrues dans la période estivale, avant la période des fêtes. Mais là, même en mars, au printemps, tout moment de l'année, là, c'est important de rappeler puis de faire attention. Puis oui, les conséquences judiciaires là, peuvent être très fâcheuses. Et sans compter le fait qu'il peut y avoir des blessés graves et on peut même en mourir. L'avertissement est lancé. Sur un autre ordre d'idée, pour terminer rapidement, Mme Côté, les pneus d'hiver, bon, on pouvait remettre nos pneus d'été le 15 mars, ce qui est déjà passé, mais vous nous conseillez de faire preuve d'un peu de plus de patience. C'est pas une bonne idée nécessairement en ce moment de retirer ces pneus d'hiver. Oui, c'est obligatoire jusqu'au 15 mars, mais l'idée, c'est de toujours faire preuve de jugement lorsque les conditions routières ne le permettent pas encore. On est encore en conditions hivernales à plusieurs endroits du Québec, en Montérégie également. Donc, on attend le bon moment. Il n'y a pas de presse. Et puis, quand ce sera le moment de le faire aussi, petit rappel de toujours vérifier, s'assurer d'une année à l'autre que nos pneus d'hiver sont en bon état également pour prendre la route en toute sécurité. Madame Geneviève Côté, je rappelle, vous êtes porte-parole à la SAAQ. Merci beaucoup pour ces explications. Puis, si des gens ont des questions, veulent avoir plus d'informations, on les invite à visiter le site saaq.gouv.qc.ca. Tout à fait. Merci beaucoup. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. On est avec Olivier, qui est membre du comité organisateur d'Opération Nez Rouge. Bonjour, Olivier. Salut. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans l'Opération Nez Rouge? Qu'est-ce que vous y retrouvez là-dedans? La volonté de faire une différence dans la communauté, de rendre les routes plus sécuritaires dans le temps des fêtes pour que les gens puissent fêter et avoir un retour sécuritaire à la maison. Donc, on rend les routes plus sécuritaires, on aide les gens à rentrer chez eux en sécurité, puis en même temps, on amasse des fonds pour les organismes jeunesse de la région. C'est 3 bonnes pierres avec juste un coup.
Quand on n'a jamais participé à ça, on se pose la question comment ça se passe. Vous en avez fait des raccompagnements. Comment ça se passe avec les gens sur le terrain? Écoute, chaque raccompagnement est différent. On a toujours beaucoup de plaisir parce qu'on est une équipe de 3 ensemble pour aller faire des raccompagnements. Donc, à la base, on a du plaisir. Et puis, chaque raccompagnement est différent. Chaque personne qu'on raccompagne est différente. Alors, on a toujours beaucoup de plaisir, peu importe la situation. On s'adapte, puis on s'accroche un sourire, puis c'est très plaisant. Est-ce que des fois, il arrive des situations cocasses ou qui vous surprennent quand vous faites ça? Bien, il y a toujours des situations cocasses qui peuvent arriver. C'est certain, malheureusement, il y a des gens qui ont un petit peu pris trop d'alcool qui vont avoir des malaises sur la route. Des fois, c'est les conditions routières qui sont hasardeuses. D'autres fois, c'est d'avoir à déneiger, dédélacer une voiture avant de pouvoir quitter avec le client. Alors, des situations diverses auxquelles on doit s'adapter en tant que raccompagnateur. Ça représente quoi en termes de temps quand on décide de s'impliquer là-dedans? Quel sacrifice il faut faire? Écoutez, le temps, ça dépend de chaque personne qui s'implique. C'est sûr, un bénévole peut venir un seul soir dans toute la saison, faire une soirée de raccompagnement. Nous, au niveau du comité organisateur, on est là habituellement presque tous les soirs. Donc, ça demande beaucoup de temps qu'on passe avec Opération Nez Rouge au lieu d'être en famille ou avec des amis. Mais on se fait une famille à Nez Rouge et puis on a du plaisir avec ces gens-là. Et vous, particulièrement, là, quand vous avez décidé de commencer là-dedans, est-ce que c'était par souci vraiment de faire bénéficier la collectivité ou vous êtes juste embarqué là-dedans parce que vous êtes trouvé comme une famille? Comme vous dites? La première fois que j'ai fait Opération Nez Rouge, c'était pour redonner parce que j'avais utilisé les services d'Opération Nez Rouge. Et puis, le plaisir est venu avec l'usage et puis j'y ai pris goût. Maintenant, je suis très, très impliqué depuis 15 ou 16 ans. Ça serait quoi le futur pour Opération Nez Rouge? Est-ce qu'on essaye toujours d'augmenter la présence sur le territoire ou le nombre de raccompagnements? Autant un que l'autre, on essaie d'être plus présent dans la communauté, on essaie d'avoir plus de bénévoles, donc plus d'appels pour faire plus de raccompagnements. Le tout dans le but de rendre les routes plus sécuritaires et d'amasser des fonds pour les organismes jeunesse de notre région. Parce qu'au fond, le nombre d'accidents puis de personnes que vous pouvez aider à ne pas prendre le volant, ça peut faire une différence vraiment précieuse dans la vie des gens. Définitivement, on calcule tous les gens qui ne perdront pas leur permis de conduire grâce à nous, tous les gens qui n'auront pas d'accident grâce à nous, tous les gens qui vont rester en vie grâce à nous, toutes les petites familles qui vont revenir à la maison sécuritairement grâce à Opération Nez Rouge. Donc, il n'y a que des bonnes raisons d'être soit bénévole ou d'appeler Opération Nez Rouge. Si on veut devenir bénévole, comment on fait? Si on veut devenir bénévole, on va sur le site Internet d'Opération Nez Rouge. Il y a un onglet « Devenir bénévole ». On choisit notre région et puis on remplit le formulaire. Merci beaucoup, Olivier. C'était très agréable. Puis beaucoup de succès pour le futur, OK? Merci beaucoup. Bonne journée. On est avec Carole, qui est membre du comité organisateur. Au niveau de la coordination, Carole, comment vous avez commencé à vous impliquer avec Opération Nez Rouge? J'ai commencé à m'impliquer à Opération Nez Rouge quand je me suis séparée puis j'étais toute seule le soir. Ça fait que j'ai décidé d'aller faire l'organisme parce que j'avais rien à faire dans le temps des fêtes. Ça fait 19 ans de ça puis j'ai jamais quitté Opération Nez Rouge, sauf que j'ai juste upgradé. Vous avez trouvé une nouvelle famille. C'est ma famille du temps des fêtes, c'est Opération Nez Rouge, à vous. Vous, à votre niveau, vous faites la coordination. Expliquez-nous quels sont les enjeux, pourquoi c'est difficile de coordonner toutes les voitures, tous les raccompagnements? Bien, c'était cette année une exception, le fait que j'étais à coordination, parce que le grand chevalier, celui-là qui était le coordonnateur, a fait un AVC fulgurant, donc on m'a mis par la force des choses à ce poste-là. Donc, c'était s'assurer qu'il y avait des bénévoles, que tous les ordinateurs fonctionnaient, que le dispatch soit bien, que les bénévoles soient à l'aise, soient bien accueillis, que tout fonctionne bien là, en soi, qu'il ne manque pas de bénévoles. Donc, ça prend des qualités humaines. Il faut un sens, il faut être capable de rendre les gens à l'aise pour que ça fonctionne. C'est pas juste d'envoyer quelqu'un à la place. Non, pas vraiment. Ça prend vraiment un petit peu plus pour la formation et tout. Mais disons que ce fut beaucoup de défis, mais beaucoup d'accomplissements cette année. Vous avez même vécu une panne informatique. Comment vous avez fait pour vous en sortir à ce moment-là avec tous les raccompagnements à faire? Bien, on a couru, puis on a trouvé des fils électriques et on a rebranché ailleurs parce que c'est le circuit qui avait sauté. Ça fait qu'il a fallu attendre la semaine d'après pour que ça soit réparé à la salle qu'on était, qui était des champs. Bien, heureusement, un très bel organisme qui nous a passé un très beau bureau, disons le plus beau que j'ai vu en 19 ans. Là. Vous avez fait combien de raccompagnements cette année?
Moi, de mon côté, j'en ai fait aucun. Non, mais en niveau organisation. Je pense qu'on en a fait 256, mais je suis pas certaine. Puis finalement, ma dernière question, vous avez déjà été la mascotte. Est-ce qu'il fait chaud dans le costume? Il fait très chaud parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de ventilateur dedans. Donc, on s'entend qu'en étant une femme, pas de ventilateur faisait très chaud, mais ce fut mémorable. Carole, merci beaucoup d'avoir fait ça. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui nous regardent ou qui ont peut-être profité du service qui vous en remercient également. Merci beaucoup. Bonne journée. On est avec Candy du groupe Scout de Mont-Saint-Hilaire et je voulais savoir pourquoi les scouts étaient intéressés à participer à Opération Nez Rouge cette année. Bien, c'est un début pour eux dans le bénévolat. Aussi, c'est une belle sensibilisation à La route, la sécurité routière. La sécurité routière, exactement. Puis c'est ça. Puis en même temps, ça les aide à ramasser des fonds pour leur projet qui est un voyage en Écosse cet été. Donc, Wow, c'est le fun, ça! Qu'est-ce qu'ils ont été amenés à faire, les jeunes, avec l'opération? Bien, en fait, nous, nos jeunes se sont occupés, entre autres, de faire l'accueil des bénévoles, d'installer les systèmes de radio dans leurs voitures, de mettre les insignes routières sur les voitures et tout ça. Puis, il y avait d'autres scouts qui s'occupaient aussi des cuisines, la nourriture pour les bénévoles. C'est combien de scouts? Par soir, ils étaient environ 5 scouts par soir. OK. Est-ce que ça fait un effet sur les jeunes de voir, de voir l'opération, de voir on fait attention à ne pas prendre l'alcool au volant, aussi les effets de l'alcool que ça peut avoir sur le corps? Est-ce que vous avez vu cet effet-là dans le comportement des jeunes par la suite de l'opération? Oui, puis surtout qu'ils entendent toutes sortes d'histoires aussi de choses qui se produisent. Fait que je pense que ça les éveille, en effet, à toute la sécurité routière. Quel genre d'histoire qui pourrait les marquer? Bien, entre autres, il y a eu un groupe de bénévoles qui se sont rendus, qui ont voulu inciter quelqu'un à venir, bien, en fait, qui s'était fait appeler pour ramasser quelqu'un, puis la personne a décidé de ne pas se faire ramasser. Puis ensuite, elle est rentrée dans un poteau. Elle a pris le volant, puis elle est rentrée dans un poteau. Fait que là, c'est comme... C'est ça, tu sais, des moments comme ça que tu dis, OK, ça aurait été bien de partir avec Nez Rouge, ça aurait aidé. Là. Qui ont eu la preuve concrète des conséquences qui peuvent arriver quand on ne fait pas attention. Ouais, c'est ça, quand ils entendent des histoires comme ça, là, c'est sûr, c'est... Vous avez amassé 8 000 $, vous allez passer un beau voyage en Écosse cet été. Merci beaucoup, Candy, d'avoir fait ça. Puis je vous souhaite de continuer ça puis d'aider les jeunes là, à s'impliquer comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec nous en studio, Mme Sandra Lajoie, qui est directrice de service chez l'ATCCM et représentante régionale pour le mouvement le communautaire à Boot. Bonjour, Mme Sandra Bonjour, Marc-Antoine. Expliquez-nous, là, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement, ça vient de où cette histoire-là de communautaire à Boot? Oui, il y a quelques mois, dans le fond, un peu plus d'un an, il y a des directions d'organismes communautaires dans le coin de Shawinigan qui ont reçu des avis de financement un peu dérisoires, donc des augmentations ridicules de quelques milliers de dollars, puis pas suffisants pour répondre à la mission. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? J'en peux plus, je suis à bout. Ils se sont rencontrés, ils ont eu plusieurs rencontres, ils ont mis en place un comité pour une première grève. Donc, on a eu une grève du 20 au 24 octobre en 2025, l'année dernière, à Shawinigan. C'est les organismes de Shawinigan et Mi'kmaq qui se sont regroupés pour faire ce premier mouvement de grève-là. Suite à ce mouvement-là, il y a différentes régions qui ont mentionné leur soutien au mouvement, puis il y a les régions qui ont rencontré le comité national pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut entreprendre. Et on est actuellement dans la phase 2. Okay. Donc... Bien, là, ça fait beaucoup de fois qu'on en parle ici sur ce plateau-là, à quel point il y a du sous-financement au niveau des organismes qui font un service essentiel dans la population. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu un peu un point de rupture. Là. Il y a eu un moment où vous vous êtes dit, là, ça va faire, c'est ridicule. Exactement. Un point de rupture où c'est tout le monde qui sont tannés. Ça fait des années qu'il y a des regroupements qui travaillent pour nous, pour faire valoir qu'on a besoin de plus de financement, qu'on est sous-financé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt que de partir du haut puis descendre vers le bas, c'est vraiment l'inverse. C'est des organismes de base. Donc, c'est des organismes que vous avez sur le coin de vos rues qui disent, bien, on n'en peut plus, on est à bout de souffle, qu'est-ce qu'on fait? On décide de se lever puis d'aller soutenir puis d'ensemble essayer de se faire entendre. Parce que si je comprends bien, les augmentations pour les organismes de cette année, c'est sous l'inflation. Donc,
techniquement, les organismes s'appauvrissent avec le temps qui passe. Comment c'est fait actuellement? Exactement, exactement. Donc, année après année, le financement, il va être un peu réajusté, mais on n'a jamais de nouvelles sommes. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des petits montants qui ne couvrent pas l'inflation, puis on essaie de faire plus avec moins, mais c'est plus possible. C'est plus possible, puis on a des coupures de services, on a des coupures de postes, on a des listes d'attente qui se mettent en place. Donc, il faut vraiment qu'on décide comme société de faire quelque chose. Pour donner une image aux gens qui nous écoutent, là, c'est quel genre de service qu'on parle? Et mon Dieu, la liste est longue. Le communautaire est partout, hein? C'est que ce soit en itinérance, en aide alimentaire, que ce soit pour les femmes victimes de violences, que ce soit pour des personnes qui sont en déficience physique, avec un déficit de l'attention, en santé mentale, des centres d'action bénévoles qui vont aider les aînés, des associations, que ce soit pour... peu importe, on est partout. Le communautaire est partout. En réalité, chaque organisme communautaire est créé parce que dans nos communautés, on a des besoins qui ne sont pas répondus. Puis à ce moment-là, ce qui est arrivé au fil des années, bien, on a mis en place différents services qui a créé les organismes. Donc, c'est vraiment variable, puis c'est partout. C'est une personne sur 3 qui va utiliser un service du milieu communautaire au courant de sa vie. C'est souvent des services qui sont complémentaires au réseau public. Fait que si jamais les organismes ne le faisaient pas, ce serait au réseau public de l'assumer. Est-ce que c'est un peu ça l'idée de la grève, c'est de faire voir ce contraste-là au gouvernement? Bien, c'est pas nécessairement de faire voir le contraste entre le communautaire puis le réseau, plus que de dire on existe, puis sans nous, on a un réel enjeu de société. Parce que, bien, si on existe, c'est que les services n'existeraient pas. Puis, bien, actuellement, on connaît notre réseau de la santé. C'est pas en ajoutant des nouveaux services qu'ils vont pouvoir continuer à eux non plus à survivre. Donc, c'est de trouver un équilibre. OK. Ça va ressembler à quoi le calendrier de vos actions? Oui, dans le fond, il y a un calendrier général avec les mêmes thématiques qui vont se retrouver partout à travers la province. Si je peux me concentrer davantage au niveau régional de la Montérégie, vallée du Richelieu, je vous invite le 23 mars sur la rue Mont-Sabré, au centre communautaire. Il va y avoir un rassemblement pour toutes les personnes qui ont de l'intérêt à venir fabriquer des outils de mobilisation. On ouvre notre quartier général. Après ça, il y a différentes activités. Donc, le 30 mars, on va être devant les bureaux de circonscription. On va aller essayer de se faire entendre. Il y a des personnes qui vont rencontrer les différents députés, les différents partis politique. Le 31 mars, on invite tout le monde à se joindre à nous à 10 h au pont Jordi-Bonnet entre Mont-Saint-Hilaire et Belleuil. Il va y avoir un grand rassemblement, une chaîne humaine. Donc, si vous avez envie, vous êtes tous les bienvenus. Le 26, je vais en désordre, je suis désolée. C'est correct, on fait le suivi. Le 26 mars, au niveau plus régional, à ce moment-ci, on se rend à Longueuil, donc à l'église Saint-Marc. Il va y avoir, c'est le quartier général vraiment du comité de l'agglomération Longueuil, où sur l'heure du dîner, il y a une soupe populaire, puis on invite à ce moment-là, on va donner le lieu mystère pour un flash mob surprise santé. Le 27 mars, à ne pas manquer, venez en grand nombre. Les enfants sont les bienvenus. Il y a des fermetures de commissions scolaires, des congés pédagogiques. Donc, le 27 mars, c'est un grand rassemblement régional. Il a lieu au parc Saint-Marc à Longueuil. On va faire une petite marche d'environ 2 km, passer devant les bureaux de Shirley-Doris-Simon pour revenir au parc. Il y a de l'animation. C'est Mathieu Gratton qui va vraiment animer notre activité. Le 2 avril, bien là, on attend tout le monde. C'est des autobus qui partent de partout à travers la province. On s'en va directement devant l'Assemblée nationale pour une journée revendication. On veut se faire entendre, puis on veut que les choses changent. Ça, c'est ce que vous avez déjà de prévu, c'est beaucoup. Vous êtes bonne de tout avoir organisé ça déjà, mais ça peut nécessairement ne pas être la fin. Il peut y avoir d'autres actions prises par la suite. Ça va prendre quoi pour faire arrêter le mouvement? Bien, nos invitations sont faites. On attend de pouvoir rencontrer vraiment Mme Rouleau pour pouvoir en discuter avec elle, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. C'est sûr aussi que bien, c'est aujourd'hui, je ne sais pas, le budget va sortir, on va l'étudier. Puis, bien,
On attend quoi? On attend d'être reconnu, on attend de pouvoir améliorer les conditions de travail des travailleuses, des travailleurs du milieu communautaire. On attend à ce que le financement à la mission soit adéquat, que aussi la précarité au niveau des appels de projets, il y ait quelque chose qui soit fait, puis une stabilité, puis une pleine reconnaissance des milieux communautaires. Ça représente quoi pour une personne qui travaille dans le communautaire, ce sous-financement-là? Par exemple, avez-vous des cas où des personnes qui ont la mission à cœur, là, qui sont là pour les bonnes raisons, qui ont vu le problème dans la communauté qui se présente, mais que le sous-financement fait qu'ils ont une qualité de vie qui est pas acceptable, vous comprenez, pour le travail qu'elle fait pour la société? Oui, ça représente plusieurs choses. Premièrement, ça représente beaucoup de surcharge, de dépression, de roulement de personnel. Donc, pour nos employés, c'est pas évident de vouloir en faire plus, de pas pouvoir, parce qu'on manque de sous pour pouvoir embaucher davantage d'employés pour répondre aux besoins. Après ça, ça représente aussi un choix. Donc, c'est un choix personnel de vouloir aller travailler dans le milieu communautaire. C'est un choix qui fait en sorte qu'en entrant dans le milieu communautaire, souvent, on sait qu'on va avoir une perte financière de 30 à 40 versus si on allait travailler dans un autre milieu. Puis, il y a également là, des employés, des travailleuses et des travailleurs qui travaillent dans différents organismes qui, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, l'employeur va leur donner un panier d'aide alimentaire pour les aider à joindre les bouts. Parce que, bien, la rémunération à la fin de la semaine, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour vivre. Ça représente tout ça. Si je peux me permettre, ça représente aussi quelque chose d'important pour notre collectivité. Quand tantôt je disais, on a une personne sur 3 qui va utiliser les services du communautaire, bien, il ne faut pas oublier que moins il y a de financement, plus les situations sont... Tu sais, veut pas, la santé mentale, on le sait, là. Tu sais, il y a de plus en plus de difficultés, il y a plus d'itinérance au niveau des frais, l'inflation, tout est plus difficile. Donc, il y a de plus en plus de problématiques, puis nous, on a de moins en moins de financement. Ce que ça fait, c'est que la personne qui arrive demain matin pour avoir des services, bien là, elle va être confrontée à des délais, elle va être confrontée à la fermeture de services. Puis ça, on en voit tous les jours. Non, ça ne fait pas de sens, autant pour les utilisateurs, comme vous dites, que les personnes qui travaillent dans le milieu. Il faut que ça change. On va vous suivre, on va suivre vos actions, on va être avec vous. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui supportent votre cause. On aide les gens qui sont avec nous. Tout le monde fait partie de la communauté. Madame Lajoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la représentante régionale pour le mouvement Le Communautaire à bout. Continuez comme ça, on va vous suivre et on va vous aider, OK? Merci. Merci. Voilà, c'est ce qui complète cette émission du Régional présentée par TVR9. Si vous avez une situation dans votre quotidien qui vous préoccupe, envoyez-nous-la par courriel à l'adresse info@tvr9.com et nous pourrons en parler ou inviter des personnes pour en discuter. Sinon, on se redit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional. Bonne semaine. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.